rebonjour à toutes et à tous. On va rentrer dans le dur des propositions avec Olivier qui va nous faire un rapide survol des différentes propositions proposées par le think tank après une année de travail. Et puis après, la règle du jeu, c'est on a 2 tables rondes avec certains de nos membres qui vont nous proposer de défendre une des recommandations qui leur tient le plus à cœur. Olivier, je te passe tout de suite la parole. On est parti. Alors, cette année, faire du citoyen consommateur un acteur de la souveraineté alimentaire, c'est ce qui nous a animés. Pour les curieux, vous avez ce rapport qui existe en version et papier et digital. Vous trouverez évidemment le détail de nos recommandations, donc je vais les survoler et mettre l'accent sur quelques-unes d'entre elles, pas plus. David le disait, c'est la 7e édition de ce think tank, donc autant vous dire qu'on a un peu de bouteille dans la réflexion. Ça ne veut pas dire que ce que l'on produit est toujours de grandes cuvées, mais en tous les cas, ça fait longtemps qu'on s'y met. Et on a pris cette habitude de réfléchir, toujours avec cette même règle du jeu. Pour les membres que vous allez découvrir ici pour cette année, c'est que ce qui se dit à l'intérieur de nos réflexions n'engage personne à titre individuel, puisqu'on recherche en réalité l'intérêt collectif. Et donc, il peut y avoir des nuances, mais malgré tout, dans la direction globale, évidemment, tout le monde est à peu près d'accord. Alors, le mot de l'année qui a animé nos travaux, sans aucune surprise, c'est le mot souveraineté. D'abord, parce que c'est un mot qui est enfin arrivé dans le débat public. C'était un mot qui était dans le débat d'experts, mais pas dans le débat public. C'est peut-être l'une des leçons malheureusement positives de la crise, c'est que le citoyen a enfin touché du doigt ce qu'était la souveraineté. Mais nous, on voudrait proposer une double approche de la souveraineté, parce que quand on parle de la souveraineté alimentaire, on évoque souvent cette souveraineté dans le registre de la capacité de production. Ça veut dire, est-ce qu'on maintient intact notre potentiel de production dont on voit qu'il est un peu mis à mal? Eh bien, nous, on voudrait rajouter une deuxième idée à cette souveraineté, c'est la souveraineté du consommateur dans sa capacité à choisir. C'est-à-dire, est-ce que le consommateur est capable de faire un choix souverain? Un choix souverain, ça veut dire qu'il sait ce qu'il achète et pas savoir à peu près ce qu'il achète. Il sait exactement ce qu'il achète, la seule voie pour lui donner de la valeur. Et force est de constater malheureusement que ces deux souverainetés-là, ces deux volets du même mot, sont aujourd'hui menacés. Si on prend la souveraineté dans son volet capacitaire, c'est-à-dire notre capacité, notre résilience de la ferme France à produire, c'est pas difficile de se rendre compte, sans forcer le trait. Là, vous avez la production agricole française depuis les années 80. Vous voyez bien qu'en gros, la première partie de cette histoire-là, on était en croissance régulière. Alors évidemment, il y a des aléas de production, c'est le principe même de l'agriculture. Mais il y avait une trajectoire. Depuis les années 2000, eh bien, au-delà des variations annuelles, on voit bien qu'on est dans une forme de flatitude. Ça veut dire qu'il n'y a plus de croissance de la production agricole française, alors que la demande mondiale ne cesse de croître, à la fois sous l'effet démographique et sous l'effet du niveau de vie. Donc, ce n'est pas difficile de comprendre à quel point on se fait marginaliser. Ça, c'est la souveraineté dans sa dimension capacitaire. On ne suit pas la tendance globale. Si on fait un focus, par exemple, pour illustrer ça, sur une filière, qui n'est pas une petite filière, c'est la filière des fruits, regardez les exportations de fruits frais depuis 15 ans. En gros, c'est assez stable. On ne va pas chipoter sur la baisse à la fin de l'histoire. Il faut accepter l'idée que dans l'agriculture, ou alors on est totalement naïf, il y a des variations annuelles et c'est normal. En gros, c'est flat. Regardez à présent les importations de fruits frais. Vous avez l'échelle à gauche, on est passé en gros de 1 milliard à 1,8 milliard. Et si vous rapprochez les deux échelles, les deux importations et exportations, en les mettant sur le même graphe, vous voyez que c'était touche-touche au début de l'histoire que je vous raconte, et il y a désormais quasiment 1 milliard d'écart. Donc ça, c'est aussi une autre illustration de cette capacité qui est finalement insuffisante par rapport à la demande. On a un handicap qui est structurel, la compétitivité coût, et qui n'est pas assez compensé par ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Julien de Normandie, qui est la compétitivité hors coût. Comment fait-on en sorte de donner de la valeur aux produits français, même s'ils coûtent plus cher aux yeux des consommateurs? Il faut tout simplement lui donner des éléments tangibles pour qu'il embarque de la valeur. Et là, je vais vous parler de la parabole de la pomme et de la compote. Parce que vous voyez que le lien entre l'un et l'autre, il est assez direct. Vous savez bien que pour faire l'autre, on commence par s'occuper de l'un. Quand vous êtes en rayon, quand vous êtes consommateur et éventuellement citoyen, quand la pomme elle est française, on en est fier et on vous le dit. Vous voyez, là, je sais que j'achète une compote de pommes françaises, monsieur. Et quand je prends un autre produit et qu'on ne me dit rien, c'est probablement parce qu'on n'est pas fier de l'origine. Et donc, dans ces cas-là, j'ai beau chercher dans tous les sens, je ne vois pas de trace de l'origine de ma pomme.
il y a une forme, et ceux qui me connaissent, vous savez bien que c'est le grand cheval, il y a une forme d'asymétrie dans les promesses d'origine. On ne donne l'origine que quand elle est vertueuse, on la cache quand elle est, je ne sais pas si le mot honteuse est le bon, mais en tous les cas, quand on n'est pas capable de la donner. Alors après, on va trouver des solutions pour en parler quand même de la France. Je reste sur la compote, vous me reconnaîtrez le mérite de la cohérence. Là, je suis sur une entreprise familiale française. C'est en soi très bien, parce qu'il vaut mieux encore que ça soit en France par des employés français avec une entreprise qui paye ses impôts en France. Ça a déjà plus de valeur, incontestablement. Mais pour le coup, on ne sait pas d'où vient la pomme. Alors si, on le sait. Parce que quand elle est française, toujours dans la même marque, je sais que la pomme, elle est française, c'est à gauche. Mais quand elle n'est pas française ou quand on ne veut pas me le dire, je suis dans l'ignorance. Je sais toujours que c'est une entreprise française, mais je ne sais pas d'où vient la pomme. On est bien dans cette logique d'asymétrie dans la promesse d'origine. Alors parfois, on est extrêmement précis. Regardez, on est là au chiffre, on est quasiment à la virgule près pour savoir ce qu'il y a dedans. Oui, il y a 67% de pommes de France, 20% de pêche d'Occitanie. Ah, là, on est très fiers de le dire jusqu'à l'origine et à la région près. Mais parce que la transparence n'existe que lorsque ces informations sont valorisantes. Et voilà pourquoi, en réalité, le lien entre les deux volets du mot souverain sont totalement liés. C'est que si on veut que le consommateur ou le citoyen, par son acte d'achat, vienne en soutien de la résilience de la ferme France, c'est bien parce qu'il aura accepté, parce qu'il aura su quelle est la valeur sociale du produit qu'il va acheter. Donc, il faut qu'on lui donne évidemment tous les éléments de compréhension, parce qu'il y a des moments où, quand c'est fait en France par une entreprise française, mais avec de la matière qui vient d'ailleurs, c'est déjà bien que ça soit fait en France, mais c'est insuffisant par rapport au sujet qui est la résilience de la ferme France. Alors les recommandations dont on a parlé cette année, qui sont, je vous le rappelle, je vais passer vite, elles sont détaillées dans le rapport, elles sont autour de 4 chapitres. Alors je donne juste les têtes de chapitres. Comment on peut assurer la résilience de la ferme France pour assurer la transition agricole? Parce que la transition agricole, c'est bien, mais s'il n'y a pas d'agriculteurs pour la faire, ça sert strictement à rien. Donc on a un premier sujet autour de la résilience, on l'évoquera dans un instant, avec le financement de l'entreprise agricole. Ça ne peut pas se faire contre l'opinion. Et donc il y a toujours ce grand sujet de la réconciliation entre la société et la filière, parce que les sujets environnementaux le montrent, cette transition ne peut se faire que si on arrive à lier, à conjuguer la vision et de ceux qui sont pour que ça aille plus vite et de ceux qui sont contre que ça aille trop vite. Il faudra quand même trouver une ligne de crête entre les deux, sinon ça n'avancera pas. Troisième grand chapitre, comment on soutient la valeur de l'alimentation. En gros, comment le consommateur accepte finalement de payer le juste prix de son alimentation. Probablement parce que politiquement, il faudra du courage pour assumer de lui dire que de manière directe, il n'en paye qu'une toute petite part et que le reste est via ses impôts et qu'en réalité, il ne le sait pas, mais c'est la même chose. Donc il faudra peut-être un peu de pédagogie politique autour du prix de l'alimentation, mais aussi autour d'éléments tangibles qui donnent sa valeur à l'alimentation. Et puis enfin, si on veut que le consommateur soit souverain, il faut aussi qu'il comprenne ce qu'on lui propose, qu'il comprenne à la fois comment c'est fait, comment ça doit être consommé, comment ça doit être acheté. C'est le sujet de l'éducation alimentaire. On y reviendra en fin de matinée. Alors, toutes ces recommandations, vous les lirez dans le rapport. Je passe vite là-dessus. Le sujet de l'origine revient évidemment au moment d'Egalim 2, puisque le ministre de l'Agriculture l'a rappelé, il y a un petit couplet là-dessus, mais qui dit en gros que c'est quand le produit a une valeur différenciante qu'on peut revendiquer. Bon, le poulet polonais par rapport au poulet français, c'est difficile de savoir s'il a une vraie valeur différenciante, socialement, incontestablement, parce que pour le coup, il va faire travailler des agriculteurs polonais contre lesquels on n'a rien, et pas des agriculteurs français. Mais gustativement, nutritionnellement, il y aura probablement un grand débat d'experts. Donc de notre point de vue, et ça fait déjà quelques années qu'on le défend, monsieur le ministre, c'est que, faute de pouvoir y aller par la réglementation, puisque le cadre contraint de l'Europe, sur lequel on a quand même des avantages, il ne faut pas non plus tirer sur l'Europe en nous disant que ça ne nous apporte rien. Mais là, dans le cas présent, ça nous lie plutôt les mains. Et donc la seule solution, c'est que les acteurs, de manière volontaire, s'engagent dans cette transparence, que le politique ne puisse pas l'imposer parce que l'Europe ne le permet pas, entendons-le, mais qu'est-ce qui empêche les acteurs de le faire volontairement ? Par exemple, quelque chose que j'ai pu publier sur mes réseaux ce week-end, c'est comment peut-on encore accepter aujourd'hui dans la société de la transparence où les marques ont comme capital leur image avant tout,
que durablement, on explique en bas à droite aux consommateurs que c'est du filet, c'est du poulet qu'il est cuisiné en France avec cette espèce d'amalgame autour de l'origine de la matière, du lieu de fabrication, et que en tout petit, si vous le regardez en haut à droite, c'est marqué viande UE. Comment peut-on imaginer un instant qu'une marque préserve son actif à long terme en jouant de cette asymétrie? C'est évidemment pas possible. On dira, ouais, mais pourquoi le ferait-il? Parce qu'ils ont compris, un, que le consommateur le veut, deux, qu'il en va de la résilience de notre capacité de production, parce que le jour où il n'y aura plus d'éleveurs de poulets en Bretagne pour faire du blanc de poulet Fleury-Michon, pour le coup, ça sera plus compliqué pour Fleury-Michon comme pour les autres. Et puis ensuite, troisièmement, parce que les acteurs économiques ont peut-être le droit d'avoir une conscience sur ce qu'on peut appeler le bien commun. Et que ce n'est pas un gros mot, le bien commun. C'est quelque chose qui montre juste qu'ils ont compris qu'ils ne sont pas seuls sur Terre dans leur propre écosystème. Et que du coup, les distributeurs qui ont des tas d'inconvénients et des tas de mauvais comportements, il n'y a aucun doute, ils ont quand même montré la voie. Regardez cette marque de distributeur, je reviens sur mon sujet fétiche de la compote. Regardez cette enseigne qui vous explique que les pommes, en face avant, les fraises, excusez-moi, sont d'origine Espagne, France et ou Pologne, et qu'il le met, alors vous me direz, oui, il a mis il le met en face avant. Trouvez-moi un industriel qui met que la châtaigne, elle est d'Albanie. J'ai rien contre les Albanais, mais j'imagine pas que dans l'imaginaire populaire, l'Albanie soit une origine vertueuse pour l'afficher. Et pourtant, regardez, c'est un distributeur qui, de son plein gré, a dit, désormais, je donne cette transparence et je l'assume. Quelque part, vous me pardonnerez l'expression, mais c'est couillu. Et rien que pour ça, ça mérite d'être souligné. Et sur les différentes recommandations, je continue. Il y avait l'éducation alimentaire. Et, cher David, j'en ai terminé en essayant de raccourcir au maximum le temps. Mais vous avez bien compris qu'il y a l'origine, l'éducation alimentaire et le financement de l'entreprise agricole parmi les 13 recommandations, mais sur lesquelles on a choisi de mettre un coup de stabilo, mais désormais on va leur demander le leur. Voilà, donc on a des experts qui ont participé au débat, qui vont pouvoir défendre chacun une proposition, et puis on a aussi le compte-rendu du livre blanc qui permettra de détailler chacune de ces recommandations. Passer la parole tout de suite à Marc, juste à ma gauche. Non ? Très bien. Mais prends un micro, ça sera toujours mieux pour que ceux qui sont à distance... Il n'y a pas de... Non, il y a... Oui. Merci. Donc, donc Marc est directeur général de la filiale céréales raisonnées, ou c'est quoi le terme? CRC, culture raisonnée contre... Culture raisonnée. Oui, alors, merci de me donner la parole. Donc, la recommandation qui, pour moi, est la plus importante parce qu'elle est constitutive, finalement, de toutes les autres, c'est le fait d'accepter la contradiction et le débat. Et merci, monsieur le ministre, d'avoir pris... connaissance de nos recommandations, parce que pour moi c'est tout d'abord un combat politique. Il y a énormément d'injonctions contradictoires. Il faut d'abord un engagement et un courage politique, et vous nous accompagnez dans ce sens. Merci à vous. C'est aussi d'organiser mieux finalement les échanges, ne serait-ce qu'au niveau des interprofessions. L'adéquation de l'offre et de la demande, même si elle a progressé, on constate que parfois il y a quand même des goulots d'étranglement parce qu'il n'y a pas forcément une fluidité suffisante dans les discussions au niveau des interprofessions. Il y a évidemment l'échange avec le consommateur, alors qui peut être par la garantie de l'origine que je soutiens et qu'Olivier a mis en avant et qui est un élément fondamental, qui peut aussi passer par des éléments numériques, enfin une modernisation, on va dire, du rapport du consommateur avec la chaîne alimentaire. Et pour prendre l'exemple, par exemple, de C'est qui le patron, qui est souvent mis en avant, on constate que quand on explique les choses et que le consommateur peut choisir, nous on a eu la chance, notamment au niveau de la filière CRC, d'être choisi par le consommateur. Donc là, c'est vraiment l'acte de foi du consommateur qui s'engage. Tout ça, cet échange et ces contradictions sont aussi absolument nécessaires par rapport à la transition alimentaire, par rapport au combat sur le dérèglement climatique, où on sent qu'il y a une prise de conscience qui se fait, et il est essentiel d'informer le consommateur et de ne pas partir dans des éléments un peu clivants. Nous sommes dans un monde absolument passionnant, mais qui est extrêmement complexe. Et la France doit garder cette position de première puissance européenne agricole et deuxième exportateur du monde. Et donc je pense que ça fait partie de l'ADN des Français. Le monde paysan fait partie de nos tripes. Et il faut que l'on garde cette relation entre le monde politique, industriel et le monde agricole.
Voilà. Enfin, pour illustrer, moi j'ai la chance de représenter donc la filière CRC qui depuis 20 ans finalement a organisé cette intelligence collective, puisqu'il y a des représentants du monde agricole, des transformateurs, des commerçants, et on réalise que sur le temps long, quand on met tous ces acteurs autour de la table, eh bien, il en ressort des éléments intéressants, des éléments par rapport à la prise en compte de l'environnement, par rapport à la rémunération des agriculteurs, par rapport à des aspects sanitaires. Et aussi, dernier point, et j'en terminerai par là, c'est la notion de prise en compte des temporalités. La temporalité du monde agricole, c'est pas la temporalité de celle des consommateurs, c'est pas la temporalité des industriels. Et donc ce débat, il est nécessaire. On voit aujourd'hui sur le sujet de la vaccination que c'est un débat. Finalement, c'est le temps d'acceptation, de compréhension, de remise en question se fait en discutant, en ayant le courage de certains engagements. Et donc ce débat et cette contradiction est nécessaire et il faut continuer. Et la recommandation particulière C'était la 4, donc qui est accepter la contradiction et le débat. Donc qui ouvre à tout le reste. Ok. Philippe Gossman, Philippe. qui est consultant, ancien de la grande distribution. Philippe. Oui, merci David. Je as dit que j'étais un ancien de la grande distribution. Je vais me permettre d'être taquin en faisant un 2+1 gratuit. Non, c'est juste pour faire un... Je vais aller sur la recommandation numéro 10, mais je voudrais juste faire un petit passage par les 1 et 3, parce que ça justifie la 10 pour moi. Les 1 et 3 qui étaient sur la révolution culturelle et l'adéquation offre et demande. Je précise tout de suite que je suis tout à fait favorable aussi, après les propos de Monsieur le Ministre, à une inflation. On en a besoin, on n'en a pas besoin qu'en alimentaire d'ailleurs, par rapport au moteur en général de l'économie. Mais la dépense alimentaire des Français en 50 ans, en euros constants, elle a augmenté de 50%. Donc on a toujours ce discours qui consiste à dire qu'on dépense moins, c'est vrai en part de revenus, mais ça n'est pas vrai en valeur absolue. Le deuxième élément, sur les 20 dernières années, parce que je crois que c'est fondamental et on l'oublie trop, la population française a connu une croissance de 10%. Le nombre de ménages, lui, a cru de 20%. Donc si je suis trivial, ça veut dire que la croissance du besoin en micro-ondes croît 2 fois plus vite que le besoin en plats cuisinés. Et donc, mécaniquement, la pression sur la dépense alimentaire se fait par la structure sociologique des ménages, sauf si on dit aux Français, aux Européens en général, aux pays développés, d'arrêter de vieillir, d'arrêter de divorcer ou de les enjoindre à faire beaucoup plus d'enfants pour remplir les ménages. C'est un effet mécanique. Il faut qu'on l'intègre, non pas pour se satisfaire d'une situation de dépenses alimentaires qui ne me satisfait pas non plus, mais pour se dire que l'équation est bien plus complexe que simplement de dire à nos compatriotes de dépenser plus. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'évidemment, on va tomber sur les sujets de compétitivité, c'est comment faire pour que nos compatriotes consomment mieux, des produits plus français, plus écologiques, plus vertueux, dans un pouvoir d'achat qui va rester, qu'on le veuille ou non, relativement contraint sur l'alimentation. Et là, alors je vois sur l'écran de retour, je vois Christiane Lambert, je vais me permettre de la citer, quand elle nous disait plus sévère, quand sévère c'est plus cher, c'est vrai aujourd'hui. Mais moi, dans les travaux qu'on a menés dans le think tank, j'avais envie de questionner ce point. Mais pourquoi, quand quelque chose est plus vertueux, ça serait plus cher ? Et je défends donc la proposition numéro 10 pour ça. Parce que, finalement, et c'est le poids de l'histoire, c'est des dizaines d'années ou des siècles d'histoire, nos systèmes fiscaux et sociaux sont construits et ponctionnent finalement la création de valeur. Qu'il s'agisse de TVA, qu'il s'agisse d'impôts de production, qu'il s'agisse de tout ce qui touche au foncier, dans l'agriculture ou dans la distribution aussi. Donc on a une fiscalité largement assise sur ce qui crée de la valeur. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, notre problème numéro 1, c'est qu'en fait, je ne vais pas demander d'être trivial, mais on bouffe notre capital. Le réchauffement climatique, la biodiversité, on consomme notre capital. Est-ce que nos systèmes fiscaux ne devraient pas plutôt pénaliser ce qui ponctionne le capital plutôt que ce qui crée de la valeur? Il y a le débat sur la taxe CO2 déjà qui monte. Tout à fait. Sauf que celui tel qu'on l'entend aujourd'hui, et j'ai écouté aussi beaucoup de débats ce week-end à Aix-en-Provence, mais le sujet de la taxe carbone aujourd'hui est très largement sur des sujets de taxe carbone aux frontières ou de taxes qui vont toucher
les industriels, les agriculteurs, les distributeurs, enfin les acteurs économiques, mais qui est relativement transparente finalement pour le consommateur. Je crois plutôt qu'il faut aller vers quelque chose, alors ça peut être compris comme étant un doux rêve ou une utopie, mais on est là pour ça. Moi je plaiderais plutôt pour cette notion de taxe sur le carbone ajouté, de dire notre TVA, nos impôts de production, une part, ou tout parti, je ne sais pas, on n'est pas dans ce détail-là, des charges qui pèsent sur le travail. Si on les basculait sur une logique de TCA, de taxe sur le carbone ajouté, mais qui soit très différenciée. C'est-à-dire que si je produis du jambon, comme Olivier a montré des photos de chez Fleury-Michon, par exemple, si je produis du jambon chez Fleury-Michon à Pouzauges, j'ai bien un prix de sortie d'usine, dans lequel il y a du carbone ajouté, de l'amont, et c'est normal. Mais si je le livre à Nantes ou à Strasbourg, le transport aval n'est pas le même, et donc le prix rendu et la TCA que payerait sur son ticket de caisse le consommateur dans un magasin à Strasbourg ou à Nantes ne serait pas le même, parce qu'il y a du carbone. Puis si c'est livré en électrique, il y en aura moins. Si je suis agriculteur et que je capte du carbone par mon activité, j'ai une TCA négative. Et donc si moi, acteur économique, je produis aujourd'hui avec un prix de vente, si je me mets à intégrer la notion du prix de vente dans lequel je fais mes péréquations, mais auquel va se rajouter quelque chose sur lequel je ne peux pas faire de péréquation, c'est-à-dire le carbone, je vais devenir acteur de l'aval, de dire mais finalement si je vends à telle enseigne qui est plus vertueuse en carbone, mon produit sera moins cher chez elle que chez l'autre, donc j'ai un intérêt à piloter. Je vais travailler chez tel transporteur ou tel autre parce qu'il va moins consommer de carbone, et donc mon produit au bout sera moins cher. Et donc je pense que c'est un levier qui doit nous permettre de différencier les prix, de responsabiliser les consommateurs, parce que fait un consommateur? Ça, on peut se raconter ce qu'on veut, et partout sur Terre, il va essayer, à produit égal, d'aller au moins cher. Et il va avoir un levier de dire, si j'achète plus vertueux en carbone, j'achèterai aussi moins cher. Donc je crois qu'on a là un levier qui mériterait d'être creusé. On transmet à l'inspection des finances qui sait toujours comment réfléchir à ce genre de sujet. Oui. Bonne proposition. Guillaume, avocat chez Fidal, la proposition que tu souhaites défendre. Oui, donc on a notamment, et Monsieur le ministre l'a rappelé, en fait, un sujet sur l'éducation alimentaire. Le consentement à payer doit se construire, et donc pour ça, il faut qu'effectivement les citoyens consommateurs français comprennent la valeur nutritionnelle des produits, et donc le consentement à payer plus cher le produit. Aujourd'hui, le droit à l'alimentation et à l'éducation alimentaire en France, il est reconnu, c'est un principe fondamental de l'homme, du citoyen. Pour autant, il n'est pas reconnu en droit français, et ça paraît quand même relativement étonnant dans le pays de la gastronomie que ce sujet ne soit pas effectivement repris, et surtout quand on se rappelle qu'il y a 10 ans, l'UNESCO finalement elle-même reconnaissait le repas gastronomique des Français comme patrimoine culturel de l'immatériel pour l'humanité. Voilà. Donc dans les réflexions que nous avons eues au sein du think tank agroalimentaire, on s'est posé la question, est-ce que ça ne serait pas l'occasion de fédérer des initiatives? Donc on a auditionné, consulté, on s'est renseigné, et puis on a vu qu'effectivement il y avait énormément d'initiatives publiques, Monsieur le ministre, mais également privées, qui étaient menées et de grande ampleur. On pense bien évidemment à la Semaine du Goût, vous l'avez rappelé, mais on s'est dit qu'on n'arrivait pas à entraîner un mouvement de fond qui soit visible et durable auprès du grand public. Et donc, une des dernières recommandations que nous faisons dans le cadre de ce livre blanc, qui est la 13e, c'est la constitution d'un fonds de dotation pour le droit à l'éducation alimentaire, parce qu'on considère que finalement, l'éducation alimentaire, c'est un sujet sociétal qui a de multiples facettes. Il a une dimension culturelle évidente. Et en France, le pays de la gastronomie, il faut faire rayonner finalement ce savoir-faire français. Il a une dimension éducative. On l'a rappelé ce matin. Il faut que cette éducation se fasse à tous les niveaux, et y compris au niveau de la société civile. Et puis, il y a une dimension sanitaire, de bien-être et de santé, en essayant de faire changer les comportements et de permettre à nos concitoyens d'être en bonne santé et plus longtemps de manière durable. Alors, ce fonds de dotation, finalement, pourquoi on s'est arrêté sur un véhicule tel que le fonds de dotation? Parce que le fonds de dotation, il a la capacité de la grande souplesse,
Et donc, au sein de ce fonds de dotation, on pourrait imaginer une représentativité élargie, un peu de toutes les parties prenantes, tous les acteurs du monde politique, du monde public, du monde privé et bien évidemment du monde civil, de la société civile avec les consommateurs, pour pouvoir fédérer une gouvernance qui soit beaucoup plus opérationnelle sur ces initiatives. Et puis le fonds de dotation, il a l'avantage, comme un certain nombre d'organismes sans but lucratif, de pouvoir financer finalement ces actions qu'il pourrait porter lui-même ou qu'il pourrait faire porter par d'autres associations qui sont déjà existantes. Donc, si vous voulez, au sein du think tank agroalimentaire, nous considérons que la création de ce fonds, en fait, est une étape majeure et très concrète, puisqu'il nous faudrait quelques mois pour constituer ce fonds, si on a finalement l'appui du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Donc je me retourne vers Monsieur le ministre et je lui dis, écoutez Monsieur le ministre, puisque vous êtes venu ce matin, on en est ravis et on vous remercie à nouveau. Voilà, ça serait un geste, la décision est entre vos mains pour pouvoir sponsoriser ce partenariat innovant, public-privé, pour pouvoir constituer ce fonds de dotation et fédérer ces initiatives et faire en sorte qu'effectivement le grand public cautionne cette éducation alimentaire nouvelle. Ok, merci Guillaume, le message est passé très directement. On va tout de suite switcher vers la table ronde suivante. On a une courte pause digitale, technique, le temps de inviter sur scène nos invités suivants, sauf Christiane Lambert qui est à distance et qui va intervenir, je crois, en premier, car elle doit nous quitter assez vite. Merci à tous les trois. Petit switch pour la table ronde suivante et je repasse la parole à Olivier. On va parler financement.